Donc, comme rappelé à l'instant, je suis accompagné aujourd'hui par Isabelle Chamorro qui nous fera un point notamment sur la question des étudiants, mais je vous propose de faire tout de suite le point sanitaire du jour, enfin même de plusieurs jours, puisque je vais évoquer les cas les tests de vendredi, de samedi et de dimanche. De vendredi, 366 tests ont été réalisés. Parmi ces tests-là, les 175 personnes qui étaient en auto-isolement suite au vol du 5 mars, vous savez, on en avait parlé plusieurs fois qu'on avait pris des mesures de sécurité supplémentaires justement pour ces personnes-là. Et donc, toutes les personnes qui ont été testées vendredi ont été testées négatives. Sur les tests également de samedi et dimanche, donc 181 tests samedi et 65 tests dimanche, tous également ont été testés négatifs. Parmi l'ensemble de ces tests, il y avait également les personnes qui ont été considérées comme contacts de la personne considérée en cas positif local qui a été détectée la semaine dernière. Toutes les personnes également ont été testées négatives sur les personnes contacts. Suite aux investigations qui ont été réalisées par la direction des affaires sanitaires et sociales, 49 personnes ont pu être en contact avec cette personne. 15 ont été considérées comme personnes dites à risque et donc ont été également testées négatives. Et ces 15 personnes ont été placées en isolement, en hôtel, les 15 prochains jours pour plus de sécurité et seront bien sûr testés à l'issue de cette quatorzaine. Sur la campagne de vaccination qui se poursuit, nous sommes aujourd'hui à 27 467 doses qui ont été administrées aux Calédoniens. Je vous le rappelle, l'ensemble des centres de vaccination sont disponibles sur le site du gouvernement, partout sur la Nouvelle-Calédonie, avec des dispensaires et des provinces qui jouent un rôle important dans cette campagne de vaccination, la CAFAT également, des centres particuliers pour des personnels prioritaires, je pense aux enseignants, également au monde économique et à un certain nombre de personnes, ce qui me permet puisque j'ai entendu des informations qui étaient inexactes sur l'un de vos médias la semaine dernière, qui disait que on avait privilégié dans la fourniture des doses plus le sud que le nord ou de certaines zones, ce qui est totalement faux. C'est-à-dire que la campagne de vaccination est équitable sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie avec un traitement qui est fait par rapport au nombre de populations, et même le Nord a bénéficié d'une avance dans la campagne de vaccination par rapport à ce qui était prévu. Donc, sur les informations que vous pouvez indiquer, nous sommes à votre entière disposition quand vous avez besoin de faire des reportages spécifiques sur des questions notamment de la vaccination. Mais je crois que dans la période actuelle, l'idée n'est pas d'aller diviser entre le Sud, le Nord et les îles. Il y a bien une campagne de vaccination qui est globale et qui est harmonisée. Sur les différentes annonces qui ont été réalisées samedi par le haut-commissaire et par le président du gouvernement, donc vous le savez, on part toujours sur des mesures de confinement sur cette semaine, mais au vu de l'évolution positive des cas et des investigations, nous avons souhaité avoir une reprise de l'activité économique un peu plus large que ce qui était prévu. Je vais reprendre ce qui était prévu les 3 dernières semaines. Les 3 dernières semaines de confinement, nous étions sur une possibilité d'effectuer l'activité économique au sens large quand on était en capacité de respecter une distanciation sociale, de respect des gestes barrières et du port du masque. Quand ça, c'était pas possible, l'activité était fermée, le télétravail était priorisé et il y avait une distinction qui était faite entre les différents commerces. Suite aux différents tests que nous avons pu voir, aux différentes discussions que nous avons pu avoir également avec le monde économique et le sérieux des commerces calédoniens, nous avons souhaité sur cette semaine avoir une approche finalement qui est la même pour l'ensemble des commerces essentiels comme commerce non essentiel, pour permettre justement cette réouverture et permettre une reprise de l'activité sur ces petits commerces qui en avaient bien besoin. Et donc ces commerces vont réouvrir à partir d'aujourd'hui, vous en avez largement parlé, avec un protocole sanitaire par contre qui sera relativement strict. Je pense notamment à la désinfection des surfaces, des parois transparentes, le gel hydroalcoolique et une personne pour 10 mètres carrés, un client pour 10 mètres carrés dans les enceintes, et avec un marquage au sol pour montrer justement cette distanciation sociale. Donc j'aurai l'occasion de me rendre demain dans certains commerces justement pour constater visuellement comment ça se met en place, mais je remercie le sérieux
de l'ensemble des commerces calédoniens avec qui on a travaillé depuis maintenant 2 semaines justement à ces protocoles qui a permis une réouverture. Sur les réouvertures également, la question des agences immobilières, je sais que c'est revenu sur un certain nombre d'entre vous, sur les états des lieux et sur les visites qui étaient possibles. Là aussi, un protocole a été mis en place pour que les états des lieux et que les visites puissent reprendre. Malheureusement, un certain nombre d'activités continuent d'être fermées. Je pense notamment, et on a eu beaucoup de remontées sur la question des services à la personne, où on a des situations qui sont, et on en a bien conscience, qui sont compliquées, des services à la personne qui ne peuvent pas, à l'heure actuelle, avoir justement de distanciation sociale et de respect de gestes barrières et du port du masque. On met en place un niveau de dispositif d'aide justement pour ces personnes-là, pour les accompagner, à la fois avec les aides du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les aides provinciales et les aides de l'État. Néanmoins, on a souhaité, parce que c'est une catégorie qui peut s'appréhender différemment, faire une réunion avec les représentants des salons de coiffure, bon, que je connais assez peu comme personnellement, mais pour avoir justement une prise en compte plus particulière de ce type d'activité. Et donc un protocole sanitaire sera établi conjointement entre les salons de coiffure, le gouvernement et les différents représentants, sera validé par la direction des affaires sanitaires et j'espère qu'on puisse justement réouvrir cette catégorie de personnes au cours de la semaine un peu plus rapidement justement pour reprendre cette activité. Donc voilà sur les différentes mesures économiques, avant de laisser la parole à ma collègue Isabelle Chamorro sur la question des attestations, puisque c'est quelque chose qui revient. Les attestations resteront les mêmes. Nous n'allons pas changer les modalités de l'attestation. Par contre, pour les activités, notamment les commerces qui vont réouvrir, il faudra cocher la case achat de première nécessité en cas de déplacement dans un des commerces qui vont réouvrir. Voilà sur les différentes informations que je pouvais indiquer. Toutes ces informations seront disponibles sur le site du gouvernement dans la journée. Et je vais laisser Isabelle évoquer le cas des étudiants qui sont bloqués, notamment en métropole. Merci Christopher, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaite vous donner des informations sur la question de l'ouverture des crèches, sur également les problématiques de retour des étudiants qui sont bloqués actuellement en métropole. Et Monsieur Philippe Lepoul est présent aujourd'hui pour la province Sud, si vous avez des questions particulières sur l'ouverture des centres de vacances et de loisirs. Sur les crèches, donc juste pendant la période du confinement, des crèches avaient ouvert pour donc accueillir les enfants du personnel prioritaire. Donc nous avons élargi ce dispositif, c'est-à-dire que pour cette semaine de confinement adapté, toutes les crèches sous une forme de dérogation peuvent ouvrir, mais toujours pour accueillir les enfants du personnel prioritaire. Donc ce sont les mêmes critères qui sont appliqués, donc à savoir au moins un parent de profession prioritaire et un parent qui a une attestation de son employeur pour dire qu'il n'est pas en capacité de télétravailler. Donc je vous donne le numéro pour la province Sud, puisque toutes les crèches quasiment sont situées en province Sud. Il y a une crèche à Koné. Donc pour Koné, il faut contacter simplement la direction des affaires sanitaires de la province Nord. Il n'y a qu'une crèche qui fonctionne dans le Nord. Le reste des crèches étant positionnées sur la province Sud. Donc je vous donne le numéro, c'est le 20 44 26 que vous pouvez retrouver sur le site du gouvernement, le 20 44 26. Les parents qui souhaitent faire garder leurs enfants peuvent contacter ce numéro, c'est le numéro de la DEPAS, donc pour la province Sud. Et donc c'est la DEPAS qui, sur les critères que je vous ai énoncés, accepte ou pas l'accueil de l'enfant dans les crèches qui sont ouvertes et peuvent permettre ainsi l'inscription pour cette semaine. Je voulais également préciser que à la fois pour les centres de vacances et de loisirs, pour les crèches, mais également pour les enseignants, les personnels qui se sont portés volontaires dans toutes ces structures font l'objet d'une vaccination prioritaire dans un centre que vous connaissez qui se situe à Montravel pour que nous puissions bien sûr garantir l'ouverture de ces structures dont on voit le rôle prioritaire pendant cette période de crise sanitaire.
Sur la question des étudiants, hein, puisqu'il y a beaucoup de questions sur cette question du transport aérien. Donc, comme vous le savez, eh bien, pour cette semaine de confinement adapté, nous restons sur la formule globale qui avait été proposée précédemment. C'est de ne faire rentrer sur les vols qui sont maintenus, puisque nous avons plusieurs vols de fret, hein, bien sûr, qui sont maintenus, les personnes qui sont en retour des VASAN et également les personnels dits prioritaires, c'est-à-dire notamment le personnel médical. Quand il souhaite rejoindre la Nouvelle-Calédonie, peut bien sûr embarquer, et c'est validé par la DAS, cette liste est validée par la DAS, peut embarquer pour rejoindre la Nouvelle-Calédonie. Il y a un certain nombre également de professionnels du monde économique, et cette liste est validée par la Direction des affaires économiques de la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est un nombre très restreint de personnes qui rentrent sur ces vols, mais qui sont indispensables au fonctionnement local. Donc nous avons donc discuté de manière très précise de la question des étudiants ce week-end dans cette période qui est sensible. Ce que je voudrais rappeler, c'est que depuis 2020, le retour des étudiants a été une priorité quotidienne pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Ainsi, en 2020, ce sont à peu près 1500 étudiants qui sont rentrés sur la période des vacances scolaires métropolitaines avec les critères que vous connaissez, qu'on avait rappelés plusieurs fois, c'est-à-dire des fins de cursus, une obligation de faire des stages localement et puis aussi de considérer bien sûr les situations économiques, financières et psychologiques qui peuvent aussi se présenter pour nos étudiants, les situations les plus graves. Donc cette année, nous avons anticipé cette période de vacances scolaires vraiment de manière très en amont, c'est-à-dire que depuis décembre, nous travaillons avec le service étudiant de la Maison de la Nouvelle-Calédonie pour planifier les vols, puisqu'on commençait à avoir, dès la fin de l'année précédente, une vision sur les universités, les écoles qui pourraient fermer de manière prématurée ou organiser leurs examens différemment. Donc depuis décembre, on a déjà établi les listes et appelé les étudiants à se faire connaître. Ainsi, de mai à juillet, puisque de mai à juillet, c'est vraiment la période de rush pour le retour des étudiants, nous avons déjà décidé de mettre des quotas réservés aux étudiants par vol. Et tous les étudiants qui en ont fait la demande, soit sur la plateforme de la Nouvelle-Calédonie, soit en complément sur la MNC, ont été déjà positionnés sur cette période de mai à juillet. Avant le confinement, certains étudiants ont également souhaité rentrer de manière prématurée puisqu'ils étaient en distanciel, que leurs examens étaient différés ou que leur université ou école avait déjà fermé ou fonctionné à distance. Donc avant le confinement, nous avons déjà fait rentrer, donc plus tôt que les années précédentes, un certain nombre d'étudiants qui en ont fait la demande. Depuis le début du confinement, 3 vols ont été annulés dans notre organisation classique. Et donc, 44 étudiants ont été empêchés de rentrer. Ils étaient positionnés sur ces 3 vols. Donc, la décision que nous avons prise pour cette semaine de confinement adapté, c'est de considérer que les étudiants, de par leur spécificité, c'est-à-dire certains ont perdu leur logement, certains sont dans des situations de détresse psychologique ou ont des problèmes financiers importants, et leurs écoles ne réouvrent pas, ils ne passeront pas leurs examens comme prévu. Donc nous avons décidé de considérer le public étudiant comme un public prioritaire. Donc sur le prochain vol, viendront s'ajouter au public que j'ai précédemment précisé, hein, je vous le disais, les EVASAN, le personnel médical, etc., viendront s'ajouter les étudiants, donc les 44 étudiants qui n'ont pas pu rentrer sur les 3 vols précédents, plus 5 étudiants qui étaient déjà inscrits pour le vol du 1er avril. Nous devons être très vigilants aux impacts de l'épidémie sur notre jeunesse et donc je voudrais vraiment rappeler que sur ce vol et sur les suivants, nous serons très vigilants à placer nos étudiants. J'invite ceux qui ont encore des problématiques qui ne se sont pas fait connaître à remplir leur formulaire sur le site du gouvernement et toujours en parallèle se faire connaître à la Maison de la Nouvelle-Calédonie qui peut leur amener aussi des aides en matière de logement ou s'ils ont d'autres soucis de transport, par exemple pour se rendre jusqu'à Paris. Il y a parfois des billets même de train qui sont pris en charge par la Maison de la Nouvelle-Calédonie. Donc ça, c'est pour les étudiants, mais je voudrais aussi, je sais qu'il y a aussi beaucoup d'autres Calédoniens qui sont bloqués en métropole, donc évidemment, nous espérons qu'avec, si la situation sanitaire est positive cette semaine, que les vols reprennent très rapidement dans leur format classique pour faire rentrer aussi les autres catégories de personnes qui sont bloquées en métropole. Très bien. Pour les autres catégories de personnes hors étudiants, donc ils ont dû tous recevoir le formulaire qui a pu évoquer Isabelle. Il faut remplir ce formulaire, c'est ce qui nous permettra de vous placer prioritairement ensuite sur les autres vols. Je
vous propose de passer aux questions. Bonjour, Charlotte Manvien, c'est la première. Concernant l'assouplissement du confinement, pourquoi ne pas avoir choisi d'ouvrir un peu plus, d'autant plus en cette période de vacances scolaires, la pratique de l'activité physique, peut-être au-delà du kilomètre ou au-delà de l'heure, comme on voit que ça peut se faire actuellement en métropole, où on a le droit de sortir dehors dans un rayon de 10 km. C'est une vraie question et c'est une question que se posent naturellement les Calédoniens. Pourquoi on n'autorise finalement pas plus cette activité sportive et de loisirs? On n'est pas dans le même cas que la métropole déjà. En métropole, il y a un virus qui circule assez largement. Ils sont dans une phase justement de contrainte un peu plus forte dans certaines régions françaises justement pour essayer que la propagation soit moins forte. Je vous remercie pour votre question parce que ça me permet d'expliquer justement pourquoi cette mesure. Cette mesure, elle est là aussi essentiellement pour protéger nos établissements de santé, c'est-à-dire que quand on va faire du loisir, quand on va faire de la pêche, quand on va faire de la chasse, on peut se blesser et on a besoin aujourd'hui de nos capacités hospitalières en Calédonie au cas où il devait y avoir des afflux dans les hôpitaux. Donc pour justement se préserver d'avoir des places dans les différents établissements hospitaliers, on a choisi justement de limiter les activités de loisirs et limiter le risque au maximum pour que les gens ne sortent pas de chez eux et malheureusement un accident. André Roisé pour Radio Jido. Donc 2 questions, ça concerne déjà le cas local là, qui a été identifié sur Tontouta. Et puis tout à l'heure pour des questions qui viennent du personnel qui travaille dans le néobus. Donc la première question concernant le personnel, enfin le cas, est-ce que dans l'avenir, est-ce qu'on va pouvoir avoir une cartographie des zones beaucoup plus touchées ou moins touchées? Donc ça c'est la première question pour... Sur le cas en particulier ou sur l'ensemble des cas? Sur l'ensemble, il y a des endroits où ça aura beaucoup plus impacté ou pas. Donc s'il était possible d'avoir ça. Donc après, l'autre question concernant le néobus, il pose la question, c'est comment se fait-il qu'il n'y a pas eu de mesures, comme ce sont des personnes qui travaillent auprès du public, pourquoi il n'y a pas eu de dispositif spécifique pour pouvoir les prévenir aussi, les préserver? Oui, il y a, sur la question de la cartographie des cas, jusqu'à présent, nous n'avons pas souhaité avoir cette cartographie de où étaient localisés les cas positifs. Ils sont placés de toute façon naturellement au Médipôle. Il y a des enquêtes qui sont en cours et ensuite il y a une préservation du secret médical. Peut-être à terme on dira ce qu'il y a, mais enfin, il y a pas d'information majeure sur ce point-là quand les personnes sont placées directement au Médipôle pour préserver justement la santé des Calédoniens. Ce qui permet d'indiquer, j'avais oublié de le rappeler dans la première présentation du point sanitaire, il ne nous reste aujourd'hui que 16 patients actuellement hospitalisés et 0 en réanimation, donc ce qui est quand même une bonne chose. Sur la question du néobus, le personnel du néobus fait partie du public prioritaire pour la vaccination. C'est ce que nous avons souhaité justement, c'est notamment dans le cadre du SMIT, si je ne me trompe pas. Ces personnes-là pourront contacter le SMIT, ou le néobus SMTU, SMTI pourront contacter le SMIT pour que leur personnel, ceux qui le souhaitent, puissent se faire vacciner. Bonjour, Anthony Tégéraud des Nouvelles Calédoniennes. J'aimerais revenir sur la phrase de Thierry Santa de samedi qui a déclaré que le gouvernement envisage de rendre obligatoire la vaccination pour certains personnels, notamment ceux en contact avec des voyageurs, donc a priori essentiellement sur les plateformes aéroportuaires et hôtelières de quatorzaine. Est-ce que le gouvernement a la possibilité, la compétence de rendre cela obligatoire? Si oui, comment? Et est-ce que ce sera débattu demain en collégialité, par exemple? Je pense que ça sera débattu même ce soir en collégialité et en DO. Je confirme les propos du président du gouvernement suite à l'introduction, la détection du cas positif la semaine dernière sur la plateforme aéroportuaire de Tontouta avec des personnels qui étaient prioritaires dans la vaccination. Il est naturel qu'on se pose la question de renforcement du dispositif sanitaire sur des zones bien précises où il peut y avoir contact avec des personnes positives, d'avoir une obligation de vaccination pour ces personnels-là. Pas une obligation globale, générale de la population. Chacun est libre de se faire vacciner ou non. Mais aujourd'hui, il y a un certain nombre de vaccins qui sont obligatoires pour le personnel de santé, par exemple. Aujourd'hui, nous avons la compétence pour un certain nombre de métiers particuliers d'obliger cette vaccination. Ça sera débattu ce soir. Pour le moment, rien n'est décidé. Henri Nello pour Calédonia, s'agissant toujours des vaccins, est-ce que les doses ont été reçues vendredi comme prévu? Oui,
Elles ont bien été reçues. Donc, c'est 9360 doses qui ont été reçues vendredi. Nous allons en avoir 5360 qui vont être reçues cette semaine et la semaine suivante et la semaine d'après, 9360 doses avec un objectif au 16 avril, si je ne me trompe pas, de 61 000 doses, si je ne me trompe pas. Voilà. Mais je crois que c'est bien ça. Nicolas Legrand, Radio Rythme Bleu. Ma question relève du sanitaire concernant les personnes contacts du cas positif local. Est-ce que le fait qu'elles aient été testées négatives ce week-end permet de dire qu'au moins ces personnes-là n'ont pas pu redonner le virus et est-ce que l'incendie est éteint ? L'incendie n'est jamais vraiment éteint. C'est pour ça qu'on a bien prolongé d'une semaine certaines mesures de confinement, même si elles sont allégées sur certains aspects économiques. Mais au moins, on est rassuré sur ces personnes contacts. Et je remercie encore le travail qui a été fait par les services sanitaires de la Nouvelle-Calédonie sur la question des investigations, puisque c'est un long travail justement d'audition, d'écoute, de questions. C'est un vrai travail d'enquête. Pour voir qu'il y avait 49 personnes, donc 6 dans la sphère privée et le reste dans la sphère professionnelle, qui auraient pu être en contact avec avec le cas positif. 15 ont été considérés, dont les 6 de la sphère privée, en personnes contact à risque. Elles ont été testées, et sont isolées à l'hôtel au cas où il y aurait eu contamination. Mais au moins sur ces personnes-là, on sait que le risque de contamination par ces personnes a été écarté. Charlotte Manvien, c'est la première. Est-ce que vous confirmez que la personne contaminée localement l'a été lors d'un petit déjeuner à Tontouta avec la réserve sanitaire en route pour Wallis ? Et si c'est le cas, est-ce qu'il y a eu une brèche dans les protocoles de sécurité ? Je ne vous confirme rien du tout, puisque des investigations sont en cours. J'ai vu que c'était sorti sur différents médias, cette information. Vous savez, si on fait un point presse tous les jours pour vous donner l'ensemble des informations sur le nombre de cas précis qui sont investigués, c'est bien pour être dans la totale transparence. Et on a l'habitude de communiquer que sur des informations qui sont confirmées et qui sont au terme des investigations sanitaires. On ne communique pas quand les enquêtes sont en cours. Peut-être que ça a été au cours de cette occasion, ça fait partie des pistes. Mais quand les investigations seront terminées et les conclusions seront données, on vous les transmettra au cours de ce point presse. Bonjour, Delphine Bossy pour Actu. Est-ce qu'on a des infos sur la souche du virus ? S'agit-il d'un variant ? Ouais. Si oui, lequel ? Je n'ai pas cette information-là. Anglais ? Oui, donc c'était bien un variant anglais pour cette personne-là. D'accord. Juste une deuxième petite question à ce sujet. Avec l'arrivée de ces variants, et notamment le variant anglais qui est jusqu'à 70% plus contagieux, est-ce que vous avez changé le protocole de personnel navigant et aéroportuaire, sanitaire ? C'est ce que j'ai pu indiquer tout à l'heure. On était sur les personnels qui peuvent être en contact direct avec des personnes positives. On était dans une campagne de vaccination prioritaire de ces personnes. Donc c'est ce qu'a pu indiquer le docteur Bellec la semaine dernière. On était environ à 75% des personnes qui étaient vaccinées sur ça. Il y a des protocoles sanitaires qui sont stricts, qui sont plus stricts dans la population classique. Donc il y a un renforcement sur ces points de vigilance. Et il y a la question qui a été posée tout à l'heure. Est-ce que ces personnes qui sont en contact direct avec des personnes positives doivent être obligatoirement vaccinées ou pas ? C'est un débat qui doit être tranché ou non. Anthony Tejero des Nouvelles-Calédoniennes. Thierry Santa a annoncé samedi qu'il y aurait d'autres alertes, que le virus était de plus en plus difficile à contrôler en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que ça veut dire que quand bien même on reviendrait sur un pays Covid-free, on doit aujourd'hui se préparer à vivre avec le virus, et quelles sont les réflexions pour apprendre à vivre avec le virus ? Thierry Santa a indiqué samedi qu'un dispositif d'alerte était en cours de construction justement pour donner de la visibilité aux Calédoniens. C'est-à-dire que je comprends que les Calédoniens aient du mal à attendre le point presse du président du gouvernement, des membres du gouvernement, pour dire on va confiner, on va pas confiner, il y a ça qui va pouvoir ouvrir, il y a les écoles qui vont pouvoir ouvrir. C'est assez compliqué. Et les Néo-Zélandais ont fait un dispositif qui est très bien, et il faut s'inspirer de ce qui est bien ailleurs. C'est un référentiel des alertes. C'est-à-dire
qu'en alerte numéro 1, il y a un port du masque qui peut être obligatoire. En alerte numéro 2, il y a peut-être certaines zones qui peuvent être fermées ou certains types d'activités qui peuvent être arrêtés. En alerte numéro 3, on est en risque de propagation. C'est totalement, c'est pas ça qui est défini, hein. Je prends des exemples qui pourraient être définis au cours de la semaine, mais justement, on veut donner de la visibilité aux Calédoniens en fonction de la propagation du virus, quel type de mesures sanitaires il faut mettre en place ou non. Et les Néo-Zélandais l'ont très bien fait, et donc il faut s'en inspirer. André Roisé pour Radio Jido. On parlait des publics spécifiques concernant les rapatriements. Donc, remercier l'intérêt, ce qui a été décidé par la Maison de la Calédonie et avec la ministre en charge de l'enseignement. Juste un point, il y a des parents qui se préoccupent aussi des enfants qui sont en apprentissage et puis ils sont entre le temps de faire des examens et de réinscription. Donc, peut-être qu'ils sont déjà dans le listing. Donc, sur les personnes, du moins, qui sont prioritaires, des personnes prioritaires. Mais il y a un autre volet au niveau des personnes prioritaires. Vous parlez tout à l'heure que la DAE, Direction des Affaires économiques, regardez aussi, du moins, ceux qui sont prioritaires, les besoins de la Calédonie. La question que je pose, est-ce que la commission paritaire de l'emploi local, c'est-à-dire avant de faire venir ces personnes-là, est-ce qu'il y a un travail préalable qui est fait ici avant de faire venir des boulangers de France, peut-être que vérifier s'il y a déjà du personnel qu'on a ici en Calédonie. Enfin, c'est vérifier si le travail il est fait ou pas, quoi. Je te laisse répondre sur la partie enseignement et je répondrai sur les boulangers. Sur la question des étudiants, évidemment, ce sont toutes les personnes en formation qui sont prises en compte, hein, qu'elles soient en formation professionnelle ou autre en métropole, à partir du moment où elles sollicitent un retour en Nouvelle-Calédonie, si leur établissement est fermé, si leurs examens sont déplacés, évidemment, ils sont pris en compte de manière globale, mais c'est pourquoi je les invite aussi à se faire connaître, puisqu'il y a encore des étudiants qui ne sont pas inscrits sur la plateforme de la maison de la Nouvelle-Calédonie, et je voudrais rappeler que ce travail à distance est indispensable puisqu'il nous permet également, avec des éléments complémentaires, de pouvoir prioriser les situations les plus urgentes. Sur la question des choix économiques, on a besoin d'avoir une Nouvelle-Calédonie qui fonctionne et on a besoin d'avoir un certain nombre de compétences. Ça, c'est même au niveau général. Hein, on n'a pas toutes les compétences en Nouvelle-Calédonie de manière générale et il est important de faire venir du monde, parfois justement pour ça, et qu'on ne soit pas enfermé sur nous-mêmes sur un certain nombre de compétences. Sur la question en particulier de cette période de suspension des vols où on a réduit justement au personnel qui était prioritaire, vous savez, les entreprises calédoniennes, elles sont pragmatiques. Hein. C'est-à-dire que si je vais prendre un exemple précis, si elles ont un informaticien qui permettait de faire le travail pour éviter que le système bancaire s'arrête, ils prendraient l'informaticien en Nouvelle-Calédonie pour cette tâche spécifique. Ils ne le feraient pas venir de métropole ou d'ailleurs justement pour réparer ce qui doit être réparé. Pareil sur une centrale électrique, pareil sur des activités minières de soudure qui sont extrêmement précises. Donc le travail de la DAE est fait là-dessus et donc c'est que sur des activités qui sont justement soit essentielles à la poursuite de l'activité économique, soit qui sont même des risques pour une entreprise. Anthony, des Nouvelles-Calédoniennes, question plus politique. Après l'annonce de la prolongation du confinement d'une semaine samedi, très rapidement, un communiqué des responsables loyalistes du Sud a exprimé son profond désaccord avec cette mesure. Ma question, elle est simple, c'est qu'en est-il des membres du gouvernement loyaliste? Est-ce que également ils se désolidarisent de cette mesure ou quelle est la position aujourd'hui du groupe loyaliste sur cette décision? Je crois qu'on a un objectif commun, qu'on soit de la province sud, du gouvernement, c'est un triple objectif. C'est un, préserver la santé des Calédoniens. C'est ce qu'on fait, chacun dans nos niveaux de compétences, c'est-à-dire dans les compétences qui sont du gouvernement, dans les compétences de la province, avec la province qui agit énormément sur la campagne de vaccination. Sur la question de la poursuite et justement du soutien à l'économie, c'était parmi les points. C'est pour ça qu'on a souhaité justement ouvrir les commerces de manière générale et d'avoir un travail particulier sur les coiffeurs et donc d'avoir ce double objectif de poursuite de l'activité économique. Il y a le travail sur les étudiants qui était devenu prioritaire pour rentrer. C'est la mesure qui a été prise dès samedi pour faire rentrer nos étudiants en Nouvelle-Calédonie. Donc je vois pas, il n'y a pas de problème particulier. Vous savez, cherchez pas des problèmes où il n'y en a pas. On partage réellement ce triple objectif qui est la partie sanitaire, la partie économique et la partie de nos étudiants.
Nicolas Legrand, Radio Rythme Bleu. Concernant les étudiants, on avait vu des situations vraiment délicates lors du premier confinement. Est-ce que vous avez connaissance aussi d'étudiants qui sont en grande situation de détresse? Et au-delà des aides logistiques pour le logement, pour le transport et pour rentrer en Nouvelle-Calédonie, est-ce qu'il existe des aides financières, notamment pour ceux qui auraient pu perdre leur job étudiant? Oui, alors c'est ce que je vous disais, et donc l'avantage aussi de se faire connaître auprès de la maison de la Nouvelle-Calédonie, c'est que les étudiants de manière générale en métropole, avec maintenant 1 an de confinement, de déconfinement, d'enseignement à distance, sont pour la plupart dans des situations très compliquées. Donc évidemment, nos étudiants n'y échappent pas, et en plus ils ont la fragilité, d'être loin de chez eux, de ne pas pouvoir rentrer dans leur famille, ce qui est le cas d'étudiants qui habitent en métropole et qui ne sont plus en cité universitaire parce qu'ils ont pu rejoindre leur famille, par exemple, pendant le confinement. Donc, vous le rappelez, il y a des aides matérielles, mais c'est aussi ce que je disais précédemment sur les urgences quand il y a les retours qui sont demandés, c'est que la Maison de la Nouvelle-Calédonie fait également un accompagnement, notamment téléphonique, mais aussi parfois présentiel quotidien, pour évaluer la détresse psychologique de nos étudiants. Et quand cette détresse nous est signalée, ils sont placés en priorité pour revenir. Donc je pense qu'il faut aussi qu'on accentue sur ce sujet notre travail avec les provinces, qui dans leur domaine de compétences, je pense, peuvent apporter des soutiens complémentaires sur leurs étudiants qui sont en métropole. Et donc c'est un travail que l'on va engager davantage, qui convient à la période de confinement, mais aussi qui sera de l'après-confinement. André Roisé, peut-être une dernière question pour Radio Jido sur la stratégie de prévention et puis notre dispositif des quatorzaines. Donc, des auditeurs me posent la question si on est efficace au niveau du suivi de ceux qui sortent en quatorzaine, parce que des fois, c'est pas identifié lors de la quatorzaine, mais c'est après. Est-ce que il y a quand même un dispositif qui permet de suivre des personnes une fois qu'ils sont sortis de la quatorzaine? Si j'essaye de résumer votre question, c'est est-ce qu'on a un suivi des personnes ensuite qui sont sorties de la quatorzaine sur la positivité ou pas? Déjà, je vous remercie pour votre question. C'est que, la quatorzaine nous a permis de rester Covid-free pendant quasiment 1 an. C'est-à-dire que ce dispositif qui a été mis en place depuis 1 an nous a permis, ensuite ce modèle a été repris dans d'autres pays dans le monde, et donc c'est déjà un dispositif qui marche. C'est un dispositif qui nous a permis sur un vol où il y avait eu un souci en particulier, justement d'identifier ces personnes. Si ces personnes étaient considérées à risque supplémentaire, elles ont eu un protocole d'auto-isolement à domicile et donc ont été testées vendredi, et donc elles ont été testées négatives. Ensuite, il y a, pour les personnes qui sortent de quatorzaine, elles sont sensibilisées aux différents symptômes, et donc aussi on fait confiance aux gens sur le fait d'avoir ou non des symptômes. Mais au-delà de 2 semaines, il y a très très peu de chances qu'il y ait un cas de positivité. On n'en a jamais eu en tout cas. Anthony Tégéraud des Nouvelles-Calédoniennes, une question peut-être pour Madame Chamorro et Monsieur Lepoul. Au sujet des vacances, donc elles ont été avancées d'1 semaine. On a annoncé la semaine dernière la fermeture des centres de loisirs pour 2 semaines hors enfants de personnel prioritaire, si je me rappelle bien. Est-ce que ça pourrait évoluer, vu qu'on n'a que le prolongement du confinement strict d'1 semaine? Est-ce que les centres de loisirs pourraient rouvrir la semaine prochaine? Est-ce que vous y travaillez? Qu'est-ce qu'on sait là-dessus aujourd'hui? Je pense qu'on va transmettre la parole à Monsieur Lepoul, qui va peut-être rappeler le dispositif actuel. Sur les perspectives, effectivement, en fonction de ce qu'on pourra constater cette semaine sur le plan sanitaire, et du coup, dans quel cadre sanitaire nous serons sur la 2e semaine de vacances. Et nous sommes en contact avec la province Sud pour pouvoir anticiper une éventuelle ouverture de certains centres, puisqu'il y a à la fois la question de la contrainte sanitaire, dans quel cadre on sera, est-ce qu'il faut des jauges, donc on sait que c'est très difficile à appliquer dans ce type de cas. Et la deuxième chose, mais je pense que M. Lepoul pourra vous le dire, sur la question matérielle, c'est-à-dire que quand on réouvre un centre, au-delà de la question des inscriptions, etc., il faut remettre en marche toute la perspective des locaux, du personnel affecté, etc. Mais effectivement, c'est une perspective qu'on essaye d'anticiper pour la 2e semaine. Oui, juste pour compléter les propos, mais qui étaient très très complets de Madame Chamorro, c'est vrai que lorsque l'on doit rouvrir des centres, la problématique est avant tout logistique pour les organisateurs.
Donc si on ouvre des centres sur des espaces qui sont déjà prêts aujourd'hui, ça pose beaucoup moins de problèmes que si l'organisateur doit ouvrir des centres sur des espaces qui, à cette heure, n'ont pas été prévus ou organisés ou agencés en conséquence. Donc il y aura un temps de travail avec les organisateurs, comme nous l'avons fait dès la semaine dernière, pour étudier avec eux ce qui pourra être mis en place. Nicolas Legrand, Radio Rythme Bleu, vous avez évoqué une réunion avec les coiffeurs pour illustrer la problématique des entreprises de services. L'année dernière, lors du confinement adapté, les coiffeurs pouvaient ouvrir en respectant le port du masque et un certain nombre de mesures. Est-ce que l'on peut imaginer qu'à l'issue de cette réunion, ces salons de coiffure pourraient rouvrir dans les jours à venir ? C'est bien l'idée. On voit qu'en métropole, il y a un dispositif sanitaire qui est réalisé notamment pour les salons de coiffure. L'année dernière, on avait justement une tolérance qui était un petit peu plus large. Donc cette réunion de cet après-midi va permettre de cadrer ça. Et l'objectif, c'est de bien pouvoir de permettre une réouverture rapide de ces salons. Très bien. On s'arrête là. Je vous remercie et je vous dis à demain. Bonne journée. Merci Léo, merci Isabelle. Merci.